comprendre tous les enjeux et les défis auxquels font face les professions libérales, je vous demande d'accueillir dès à présent notre grand témoin, Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas, je rappelle que vous êtes économiste, essayiste, vous êtes également chroniqueur à l'Express, à Radio Classique, vous intervenez aussi sur BFM, sur LCI, vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, vous êtes le fondateur du cabinet Astérez, vous êtes aussi un fin connaisseur de l'UNAPL parce que vous aviez réalisé une étude particulièrement instructive, c'était en 2014, donc ça remonte un petit peu, sur l'épineux sujet de la réglementation des professions libérales. Bref, le contexte a évidemment énormément évolué et on est très curieux ici d'avoir votre regard sur cette évolution. Comment vous envisagez l'avenir alors que nous vivons en quelque sorte dans un moment d'inédit permanent, Nicolas? Bien, bonjour à tous. Je salue évidemment les présidents. Je vous remercie pour votre invitation et je vais répondre directement à votre question d'une façon qui va peut-être vous sembler à contre-courant, voire très naïve. De quelle façon j'envisage l'avenir? Bien, de façon extrêmement positive. Tant mieux. Je vais même aller plus loin. J'ai la faiblesse de croire que ces 15 ou 20 prochaines années vont constituer un moment absolument fantastique, inédit en effet dans l'histoire de l'humanité, mais avec des potentialités absolument extraordinaires qui, si on en fait un bon usage, mais ça je dirais que c'est quelque chose qui est classique, peuvent vraiment nous mener à une période de progrès tout à fait exceptionnelle. Et j'y crois. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, évidemment, ça n'est pas une posture. Alors, je vais essayer de vous donner quelques arguments et de commencer peut-être, parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé, d'écrire le contexte dans lequel évoluent vos professions libérales, au fond, ce qui fait aujourd'hui l'infrastructure économique du monde, de l'Europe, de la France, qui, c'est vrai, a beaucoup changé ces dernières années. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Mais ce que je voudrais vous dire aussi en introduction, c'est que ce qui, pour moi, je vois les professions libérales de l'extérieur, bien évidemment, mais ce qui me semble constituer les notions cardinales des professions libérales, à savoir la compétence, l'indépendance, la confiance, me semble être des notions dont la valeur va beaucoup augmenter ces prochaines années. Je vois les choses en économiste, parce qu'elles sont de plus en plus rares et elles sont de plus en plus demandées. Et donc, je vous prédit, en raison de ces variations des courbes d'offres et de demande, un avenir tout à fait flamboyant du point de vue financier, parce que ces compétences sont aujourd'hui absolument essentielles et très demandées dans nos sociétés. Alors, les deux raisons pour lesquelles ces compétences sont de plus en plus demandées, elles tiennent justement à ces évolutions de l'infrastructure économique mondiale. Il y a évidemment beaucoup de changements à l'œuvre, mais les deux changements sur lesquels je voudrais mettre l'accent ce matin sont d'une part la géopolitisation de l'économie, je vais évidemment expliquer ce que ça veut dire, et d'autre part, le président en a déjà parlé, l'extraordinaire vague technologique que nous voyons se déployer aujourd'hui, qui est évidemment celle de l'intelligence artificielle, mais peut-être pas seulement, ou en tout cas aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais demain l'intelligence artificielle et la robotique, et après-demain l'intelligence artificielle et la robotique et l'informatique quantique. Et donc, en réalité, comme dans toutes les grandes vagues d'innovation, les nouveautés technologiques s'entraînent les unes les autres, se combinent, et c'est ça, en fait, ce qui va nous donner des potentialités tout à fait extraordinaires, y compris dans beaucoup de vos professions juridiques, professions de santé, qui vont être des utilisateurs, c'est déjà le cas, mais encore plus à l'avenir, très important de ces technologies. Je commence par le premier point. Alors, pour le coup, j'ai parlé d'un avenir qui me semblait être tout à fait positif potentiellement, mais le premier point dont je vais vous parler, la géopolitisation de l'économie, c'est évidemment quelque chose qu'on aurait préféré éviter. Ce que je veux dire par géopolitisation de l'économie, il y a toujours eu dans l'histoire des liens, bien évidemment, entre la géopolitique et l'économie. Et la géopolitique a toujours eu une incidence sur l'économie. Mais le monde dans lequel la plupart de nous avions vécu, la plus grande partie de notre carrière professionnelle, était un monde dans lequel les intérêts économiques dominaient quand même les intérêts géopolitiques, et cette mondialisation, les traités commerciaux, le multilatéralisme empêchait quand même, ou en tout cas aplanissait des différends géopolitiques
qui, sans ces intérêts économiques, auraient pu dériver en conflit. Prenez par exemple les relations entre le Japon et la Chine, les relations entre le Japon et la Chine, donc, qui sont depuis longtemps conflictuelles, mais pendant longtemps, en raison des intégrations économiques de plus en plus poussées de ces deux pays, cette intégration économique, elle a quand même créé une forte incitation à ce que les relations entre ces deux pays ne dégénèrent pas en conflit. Bon, on voit bien depuis quelques années que cette vision des intérêts économiques s'est un peu éloignée parce que nous sommes rentrés dans un monde de logique impériale. Alors, il y a un débat entre les experts pour savoir si véritablement on peut parler de logique impériale dans la mesure où les États-Unis de Trump ou la Russie de Vladimir Poutine ne sont pas exactement comparables à ce qu'était l'Union soviétique, par exemple. Bon, c'est un débat d'experts. Moi, j'emploie quand même cette idée de logique impériale parce que la Russie, c'est complètement évident avec l'invasion de l'Ukraine, mais les États-Unis aussi, en réalité, avec leurs menaces sur le Groenland et sur le Canada, mènent aujourd'hui des politiques qui outrepassent totalement le droit international, mais l'esprit du droit international. Non, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on n'a pas le droit d'envahir son voisin. Et que même le menacé est d'un goût absolument douteux. Ma fille vit au Canada. Les Canadiens, les menaces de Donald Trump qui reviennent comme ça tous les 15 jours de faire du Canada le 51e État américain, ça ne les amuse pas. Peut-être qu'en Europe, ça amuse certains observateurs qui n'y voient rien d'autre qu'une provocation, mais pour un pays qui n'a quasiment pas d'armée et qui s'est placé depuis longtemps sous la protection de son voisin, je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait rire absolument personne. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée que j'entends souvent, qui consiste à dire que, en réalité, les États-Unis ont toujours mené ce type de politique et qu'il n'y aurait aujourd'hui qu'un changement de style, qui serait évidemment un changement très brutal, très vulgaire, très provocateur. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Évidemment, le président Obama et Biden défendaient, et de façon très véhémente, d'abord les intérêts des États-Unis, très bien. Sans doute, leur politique s'était-elle durcie au fur et à mesure du temps, mais ils ne menaçaient pas d'envahir leurs voisins et ils ne leur mettaient pas 200% de droits de douane. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette idée d'une évolution, au fond, qui serait aujourd'hui spectaculaire en raison d'une communication qui serait brutale. Non, je pense qu'il y a un véritable changement. Et c'est pour ça qu'on peut parler véritablement d'entrer dans cette logique de rapport de force et de logique impériale. Et c'est vrai que vous avez aujourd'hui 3 grands ensembles, alors qui sont très inégaux économiquement, mais qui sont puissants militairement, les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont quand même dans des logiques qui sont des logiques impériales. Donc pour un continent comme nous, l'Union européenne, pour un ensemble en tout cas politique comme nous, l'Union européenne, qui est pacifiste par construction, puisqu'il a été construit, en tout cas les ancêtres de l'Union européenne, il a été construit sur les bases d'un conflit entre nous, la Deuxième Guerre mondiale, pour ne plus jamais qu'il se reproduise. Et donc, par construction, l'Union européenne est pacifiste vis-à-vis de l'extérieur, et elle a été construite pour régler un problème qui nous semble complètement anachronique, à juste titre, c'est éviter des conflits entre nous. Personne ne pense aujourd'hui que le sujet de la France, c'est qu'elle puisse entrer en guerre avec l'Allemagne. Et donc, l'Union européenne a une mutation intellectuelle, culturelle, politique à faire qui est plus compliquée que d'autres ensembles. Parce que nous, passer d'une logique pacifiste à une logique de puissance, à une logique de défense, à une logique de souveraineté, c'est un changement qui est un changement majeur. Alors, on le fait quand même. J'entends beaucoup de critiques sur l'Union européenne, mais il faut regarder la façon dont ont évolué les politiques, et en particulier le substrat culturel de la Commission européenne. C'est peut-être moins vrai pour le Parlement, mais quand vous regardez
les différences de politique entre la commission Ursula von der Leyen 2 et la commission Ursula von der Leyen 2, 1 pardon, et la commission Ursula von der Leyen 2, vous avez vraiment l'impression d'avoir changé d'univers. Je schématise un peu, mais enfin, la politique qui était menée par la commission von der Leyen 1 était une politique qui considérait que l'Europe était un marché à défendre et à réguler, schématiquement. On est passé aujourd'hui dans une politique qui est une vraie politique de souveraineté, de puissance. Alors ce sont des choses qui malheureusement ne sont pas très médiatisées parce que les médias quand même consacrent une grande partie de leur temps à traiter de sujets secondaires. Mais quand vous regardez la politique qui est menée en matière d'extraction des métaux critiques, des terres rares, vous voyez vraiment que les choses avancent. C'est quelque chose qui aurait semblé lunaire il y a 12 ans, franchement. Et là, on voit qu'on est en train de mettre en place des outils juridiques qui, par exemple, doivent nous permettre d'extraire davantage de métaux critiques, de les raffiner, de les recycler. Donc, il y a quand même un véritable changement. Mais c'est compliqué pour nous. Et dans ce monde de logique impériale, de rapport de force, la question de l'indépendance dont je vous parlais en introduction, elle devient absolument cardinale parce que nous sommes soumis en permanence à des tentatives de déstabilisation. Prenez l'exemple de la Russie. On n'est pas en guerre au sens classique contre la Russie, mais on n'est pas en paix avec la Russie. On est dans un entre-deux. Et la vérité, c'est que la Russie essaie en permanence de nous déstabiliser, tout le temps. Je ne connais pas un responsable d'un grand service public, d'un hôpital, d'un département, d'un ministère ou d'une grande entreprise qui ne m'explique pas qu'il subit des cyberattaques russes plusieurs fois par semaine et extrêmement violentes. Donc, on a en permanence cette pression qui s'explique par le fait, non pas que la Russie veuille nous envahir, bien évidemment, de toute façon, elle ne pourrait pas. On est doté de l'arme nucléaire, fort heureusement, mais sa logique impériale, l'amenant à des velléités dans son entourage proche, elle essaie de faire en sorte que nos démocraties comme la France, soient en permanence déstabilisées et affaiblies pour être en incapacité d'intervenir contre des actions que la Russie voudrait mener auprès de ses voisins. Donc, on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix. C'est un vrai sujet. Et dans ce contexte-là, la question de l'indépendance, dans un contexte où on est en permanence soumis à des tentatives de désinformation, de déstabilisation, la question de l'indépendance de la réflexion, dans vos professions, mais partout en réalité, c'est pareil dans le domaine médiatique, elle devient absolument cardinale et elle a une valeur qui est inédite. Et je ne suis pas d'accord avec celles et ceux qui expliquent que ce monde de rapport de force dans lequel on est entré est un nouveau monde qui est fait pour durer. Je ne crois pas ça. Et là aussi, je pense qu'on a une réflexion très importante à mener. Je dirais plutôt qu'on est dans un entre-deux. Le multilatéralisme a été extrêmement dévitalisé ces dernières années parce qu'il fonctionnait moins bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de l'Organisation mondiale du commerce. Et quand le président Trump met en œuvre des droits de douane, il ne respecte même pas le droit de son propre pays. Donc vous imaginez bien que le droit international, c'est pas son sujet. Les États-Unis ont quitté l'Organisation mondiale de la santé. La Chine, à juste titre d'ailleurs, du point de vue de ses intérêts, a beaucoup critiqué les institutions multilatérales, considérant qu'elles n'avaient pas la place qui devrait être la sienne au regard de sa démographie et de sa puissance économique, ce qui est vrai, très honnêtement. Donc on a une contestation du multilatéralisme au niveau international, et au niveau des pays, on a une montée, alors là aussi on pourrait discuter des termes, mais disons-le rapidement, on a une montée des populismes, à laquelle, là aussi, il faut réfléchir en profondeur, surtout quand, comme moi, on les combat. Et je pense que la montée des populismes, le phénomène Trump, par exemple, aux États-Unis, il est lié à un sentiment très profond et qui n'est pas complètement injustifié, et j'y reviendrai en conclusion, qui est le fait que nos démocraties libérales sont empêchées et qu'elles se sont empêchées elles-mêmes.
par l'accumulation de règles, par l'accumulation de normes, par une judiciarisation qui est souvent, à mon sens en tout cas, excessive, et qui signifie que quand vous voulez mener tout simplement des politiques publiques, il devient extrêmement difficile de le faire. Alors aux États-Unis, vous avez un exemple qui est très connu, qui est absolument fascinant, c'est le train en Californie, le train qui doit relier le nord du sud de la Californie. C'est très intéressant parce que donc la Californie, comme vous savez, est un État démocrate depuis longtemps. Ce projet de train est un projet qui a été défendu par les démocrates et qui n'a jamais été possible du fait de toutes les normes que les démocrates eux-mêmes ont fait voter et ont mises en application en Californie. Et donc c'est très intéressant parce que là, vous avez un exemple très concret d'une façon dont un pays ou un État, peu importe, lui-même s'empêche de mener des politiques qu'il voudrait mener. Et du coup, vous avez une réaction du corps social qui est de dire, écoutez, tant pis, on va casser de la vaisselle, et tant pis, c'est ça à quoi on doit réfléchir et qui est extrêmement dangereux. On ne respecte plus le droit du coup, puisque ce droit nous empêche d'agir. Au passage, un magnifique sujet pour 2027, si jamais les partis politiques se mettent à considérer qu'éventuellement, ils peuvent avoir un rôle dans le fait de faire, je ne sais pas, un programme, par exemple, parce que il me semble que quand on veut être président de la République, il n'est pas idiot d'y avoir réfléchi 45 secondes avant. Je sais bien que quand je dis ça, là aussi, ça semble complètement lunaire, mais il me semble que là aussi, c'est à nous, qui avons la chance de pouvoir nous exprimer en public et qui avons un rôle d'exercer cette pression pour faire en sorte que, éventuellement, les uns et les autres nous expliquent de façon un peu précise, de façon vague, ça c'est facile, j'ai baissé la dépense publique, mais tout le monde peut le faire, mais je parle d'un travail sérieux, notamment sur ces sujets-là. La deuxième grande évolution à laquelle on fait face, les deux présidents l'ont évoqué, c'est cette extraordinaire vague de destruction créatrice, pour reprendre le langage des économistes, qui a été celle du numérique, qui est celle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, demain du numérique et après-demain de l'informatique quantique. Alors, quand on regarde le débat public, c'est évidemment toujours présenté de façon négative. Les dangers de l'intelligence artificielle. La menace de l'intelligence artificielle. Alors, danger et menace sur tout, sur l'emploi, sur notre cerveau, sur l'environnement. Il n'y a rien pour sauver ces technologies. Je pense que c'est un biais d'analyse, mais qui n'est pas justifié. Alors, bien évidemment, l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie et c'est un défi du point de vue énergétique et environnemental. C'est vrai. Bien évidemment, j'y viendrai dans un instant, l'intelligence artificielle crée des activités et des emplois, mais détruit aussi des activités et des emplois. Évidemment, un sujet. Mais l'idée qui consiste à dire que ces évolutions, qui de toute façon en plus s'imposent à nous d'une certaine façon, qu'elles ne représentent que des dangers, me semble quelque chose qui est fondamentalement faux en réalité. Prendre un sujet que connaissent très bien certains d'entre vous, et qui, moi, que je connais moins bien que vous, mais qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de la santé et des technologies en santé. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui est absolument fantastique. Je prends un exemple très concret dont justement j'ai parlé sur Radio Classique il y a quelques jours. Le NHS au Royaume-Uni et son équivalent en Norvège viennent de publier 2 études sur les gains apportés par une deuxième lecture réalisée par l'intelligence artificielle après la lecture humaine en matière de dépistage du cancer du sein, de mammographie. Et c'est très intéressant parce que des radiologues, je parle sous votre contrôle, il me semble qu'on en cherche. Partout dans le monde d'ailleurs. C'est le cas de toutes les professions de santé. Ce que montrent ces 2 études, qui ont été réalisées sur des dizaines de milliers de patientes, c'est que l'intelligence artificielle permet d'augmenter la précision du diagnostic de 20 à 30%, ce qui est logique, puisqu'elle permet de voir des choses que l'œil humain a du mal à voir. Donc, c'est une excellente nouvelle, mais qu'elle permet aussi, bien évidemment, de diminuer le temps humain médical, par définition. Et donc, en tant que citoyen, vous me permettrez d'y voir une bonne nouvelle plutôt qu'une catastrophe absolue. Et des exemples comme ça, cet exemple est très simple, mais en réalité, les exemples comme ça, on peut les
multiplié. Et je vous disais tout à l'heure qu'on peut imaginer un futur qui est un futur brillant pour nos économies. Vous savez, la croissance économique, fondamentalement, elle dépend que de deux choses. Elle dépend du travail et elle dépend des gains de productivité, de l'efficacité avec laquelle on travaille. Alors on peut avoir un débat sur le travail en France, bien évidemment, mais très honnêtement, quand on regarde historiquement les déterminants de la croissance, c'est avant tout la dynamique de la productivité qui explique la croissance d'un pays et donc l'enrichissement d'un pays. Si vous faites un exercice extrêmement simple, vous corrélez toutes ces potentialités technologiques qui sont en train d'arriver et que j'ai évoquées rapidement, avec les gains de productivité possibles et avec l'impact sur la croissance économique, mais vous avez des chiffres en matière de croissance qui nous emmènent vers des territoires qu'on n'a pas connus depuis 50 ans. 5%, 7%, 10%, pourquoi pas? Parce que la vague d'innovation à laquelle on fait face, elle est, en effet, inédite par son ampleur. Et elle ne fait que commencer. On parle beaucoup du surinvestissement dans le domaine des data centers, dans le domaine de l'intelligence artificielle en règle générale. Si vous regardez ce qu'ont représenté ces investissements au niveau mondial en proportion du PIB mondial, de la production mondiale, on est à 2-3% à peu près. Quand vous regardez les grandes révolutions technologiques, l'électricité, le chemin de fer, en général, c'est 5-6%. Donc si vous prenez cette référence historique, c'est très frustrant ce que je suis en train de dire, mais ça n'est pas inintéressant, vous voyez qu'en fait, on a encore sans doute beaucoup d'investissements à réaliser devant nous, tout simplement parce que les usages seront absolument massifs. Et donc, on est à peine au début de cette vague, au début de cet effet, avec des perspectives en matière de croissance qui sont absolument colossales, ce qui m'amène à penser que le problème que nous aurons à régler, que nos enfants auront à traiter ces prochaines années, n'est pas un problème de pénurie ni de pauvreté, mais un problème d'abondance et de partage des fruits de cette croissance. Ce qui est mieux, parce qu'il vaut mieux se disputer pour savoir où est-ce qu'on investit, comment on répartit les fruits de la croissance, plutôt que d'être soumis à une espèce de frustration et de bataille pour le partage d'une valeur qui n'augmente pas, ce qui est un peu la situation dans laquelle on est en France et qui explique beaucoup de frustration et de désordre. Alors vous pourriez me dire, bon, très bien, les gains de productivité qui génèrent de la croissance, mais c'est terrible pour l'emploi, parce que s'il y a plus de productivité, il y a moins d'emplois. C'est pas du tout évident et je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que ces technologies vont aboutir à quelque chose qui ressemblerait à la fin du travail. Alors, pardonnez-moi de m'autociter, mais il y a 10 ans, j'avais écrit un article, non pas sur l'histoire, un livre, pardon, non pas sur l'histoire du travail, qui est quelque chose qui a été fait 100 fois, mais sur l'histoire de la fin du travail. Ce qui me semblait plus original et ce qu'avait montré cette étude, c'est que la thématique de la fin du travail existe depuis à peu près 2000 ans. C'est-à-dire depuis que le travail a une connotation plus ou moins positive dans nos sociétés. Et donc, toujours, dans toutes les vagues, alors je vais commettre un anachronisme évidemment, mais dans toutes les vagues de destruction créatrice, y compris sous l'Empire romain, avec les progrès faits dans le domaine de la construction, de la manutention, tout ce que vous voulez, cette idée que dans la dialectique de la destruction créatrice, la destruction l'emporterait toujours sur la création est quelque chose qui a toujours existé. Alors on me dit oui, mais l'intelligence artificielle, c'est pas pareil. Oui, mais c'est jamais pareil. Parce que l'électricité, c'était déjà différent de la vapeur. Et l'électroménager, c'était différent de l'automobile. Et l'informatique, c'était différent de l'électroménager. C'est la définition de l'innovation, c'est pas pareil que ce qui existait avant. On me dit c'est plus rapide. Oui, mais là aussi, à chaque fois, c'est plus rapide. Le sujet, à mon sens, n'est pas celui de la fin du travail, pour une raison qui n'est pas économique, mais qui est presque philosophique, et qui a beaucoup à voir avec vos professions. C'est que, avec le déferlement technologique qui est en train d'arriver,
et là encore, réfléchissons en termes d'offres et de demandes, l'humain va devenir beaucoup plus rare et donc beaucoup plus demandé. Et il n'y a pas d'opposition entre la technologie et l'humain. Ça a été formidablement bien démontré par un philosophe espagnol qui est malheureusement pas très connu en France, qui est un philosophe contemporain, qui s'appelle Fernando Savater, qui explique formidablement bien que pour l'espèce humaine, il n'y a rien de plus naturel que la technologie. C'est un problème évolutionniste. On ne court pas vite, on ne vole pas, on n'a pas des dents qui nous permettent de tuer quelqu'un, a priori. Donc, on a beaucoup de désavantages biologiques par rapport à des animaux qui peuvent se défendre et qui peuvent faire survivre leur espèce par leur force, par leur vitesse, par leur mâchoire, par tout ce que vous voulez. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix pour survivre que d'innover du point de vue technologique. Schématiquement, on a fait les avions parce qu'on n'a pas d'ailes. Donc, l'idée qui consiste à opposer la technologie et l'humain est une idée qui est fausse en soi. Plus on a d'humain, plus on a de technologie, plus on a de technologie, plus on a d'humain. Et d'ailleurs, on l'a bien senti, c'est un peu l'expérience qu'on a faite pendant le Covid. On avait des outils technologiques qui nous permettaient de discuter à distance, mais cette déshumanisation, on en a tous souffert et on était extrêmement contents de se retrouver. Donc il y aura toujours un champ pour des emplois humains. Quels emplois, on ne le sait pas encore. Et en revanche, ce qui est tout à fait juste, et là aussi il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on agisse, c'est que cette destruction créatrice, elle a un impact négatif sur certains types de métiers, sur certains types de populations. Ce que nous montrent les études académiques dont on dispose depuis maintenant 1 an et demi, et ça c'est très nouveau, et ça d'ailleurs monsieur, je ne me permettrai pas de donner des conseils au président du Conseil économique, social et environnemental sur les sujets, mais je trouve quand même qu'il y en a un qui mériterait vraiment d'être traité. On est en train de se rendre compte qu'à l'inverse des révolutions technologiques précédentes qui bénéficiaient en termes d'intégration sur le marché du travail aux jeunes au détriment des seniors, on voit aujourd'hui plutôt l'inverse. On a une évolution technologique qui valorise l'expérience, le fait d'avoir réglé plein de problèmes et qui fait baisser la valeur d'un certain nombre de compétences. Le code, par exemple, typiquement. Malheureusement, on a formé beaucoup de jeunes. On a beaucoup dit ces dernières années. Moi, j'ai entendu ça 100 fois. Il faut mieux apprendre le code que le latin. Ben non, il valait mieux apprendre le latin que le code. Et oui. Voilà. Et ça, aujourd'hui, cette erreur, elle se paye très concrètement par des difficultés d'insertion de nos jeunes qui ont appris le code, par exemple, et qui malheureusement n'ont appris que ça, par des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Donc notre grand sujet n'est pas celui de la fin du travail, qui est un sujet un peu abstrait, etc. C'est celui très concrètement de l'insertion des jeunes dans nos entreprises. Alors, vous allez me dire, et les professions libérales et la France ? Ce qui est en jeu dans le contexte que je viens de décrire, et notamment dans cette géopolitisation de l'économie, et ces rapports de force, cette brutalisation du monde, c'est la défense de nos démocraties libérales. Et les démocraties libérales reposent sur 3 piliers, sur lesquels les professions libérales ont un rôle majeur, cardinal à jouer. Premier pilier de nos démocraties libérales, c'est un pilier philosophique. La responsabilité individuelle. La liberté et la responsabilité individuelle, qui nécessitent de bénéficier d'une information, d'une formation de très grande qualité. Ce qui devient absolument critique aujourd'hui pour toutes les raisons dont on a parlé. Et donc, avoir une société qui est capable de diffuser ce qui va permettre à nos concitoyens de choisir librement et en responsabilité, c'est aujourd'hui défendre un pilier de la démocratie libérale. Le deuxième pilier d'une démocratie libérale, c'est le droit. Le respect du droit. La connaissance et le fait que le droit soit le même pour tout le monde. Évidemment, les professions libérales ont un rôle majeur à jouer. Et le troisième pilier, c'est celui de la liberté économique, qui est malheureusement, à mon sens, beaucoup trop restreinte dans nos pays, et en particulier en France. Et je voudrais terminer, justement, en défendant l'idée selon laquelle on peut être optimiste
pour le monde, parce que tout ce savoir scientifique dont on dispose aujourd'hui, ces potentialités technologiques, nous permettent de répondre à des défis dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'accès à l'éducation, dans le domaine de l'accès à la culture, de façon inédite. Donc c'est passionnant et fantastique. Mais je vais pousser encore plus l'audace. Je suis aussi très confiant pour la France, en réalité. Alors si vous me permettez de m'autociter, encore une fois, c'est l'objet du livre que je viens de publier, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle « L'éternel sursaut », et qui explique que la France, donc c'est une étude historique qui commence il y a à peu près 2500 ans, donc avant la France en réalité, au moment de la fondation de Marseille, et j'essaie d'y démontrer que la France est un pays de déclin plus rapide que les autres et de rebond beaucoup plus rapide que les autres. Je prends par exemple l'histoire du chemin de fer au XIXe siècle. Chemin de fer en France, personne ne voulait investir dans le chemin de fer parce que tout le monde disait on a investi, y compris les entreprises. Les entreprises disaient mais attends, on a investi dans les ports, donc on ne va pas investir dans le chemin de fer, on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Et puis le chemin de fer, ça pollue, et puis c'est compliqué, et puis il y a eu l'accident de Meudon, etc. Donc on ne veut pas de ça chez nous. Bon, on reconnaît de mauvaises habitudes qui sont celles de notre pays. Donc en effet, on a accumulé beaucoup de retard en matière de chemin de fer. Puis au bout d'un moment, la pression des faits et puis la fierté française nous a amenés à réagir. Résultat de tout ça, je vais très vite, c'est que la France a tergiversé et en 1870-1880, elle était le pays d'Europe qui avait le réseau ferré le plus dense et le plus efficace. L'histoire de France, c'est le pays toujours en retard, qui part toujours en retard, qui arrive toujours en avance. Ben oui, c'est un pays, c'est comme ça, hein, c'est... petit pays comme ça, coincé au bout de l'Europe, mélange de trois civilisations, la civilisation celte, civilisation romaine, civilisation barbare. Ah oui, on le sent encore aujourd'hui. Hein. Quand les Japonais font une réforme des retraites, c'est un décret, personne n'est au courant. Quand nous, on fait une réforme des retraites, 1 million de personnes dans la rue pendant 1 an. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs, au passage, je trouve vraiment dommage de l'annuler, par contre, parce que ça c'est une petite innovation qu'on n'avait jamais faite. En général, on partait en retard, on faisait les choses, on les faisait quand même. Là, on a décidé de refaire un petit retour en arrière. Alors, j'ai peu de doutes sur le fait qu'on repartira de l'avant encore plus fort, mais on perd un peu de temps quand même. Je referme cette parenthèse. Simplement, l'histoire économique et sociale de la France montre que la France est un pays brillant, quand les Français sont libres économiquement. C'est un peu ce qu'on a vécu en 2024 avec la reconstruction de Notre-Dame et les Jeux Olympiques, où le Parlement a voté des lois de simplification, où on a dit aux gens allez chercher de l'argent privé, puisque de l'argent public, il n'y en a plus, ce qui est vrai, ce qu'on devrait leur dire tout le temps. Où nos concitoyens avaient un grand projet qui les a unis, parce que la France est un pays désuni, je l'ai dit, par nature, et donc nous avons besoin de projets qui nous unissent. Et quand on laisse les Français travailler, quand on leur permet d'aller chercher de l'argent là où il y en a, quand on leur donne un projet, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. La France scotche littéralement le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle le combat de l'UNAPL sur les questions de simplification est un combat mais absolument essentiel. Parce que nos démocraties libérales, je le disais tout à l'heure en prenant l'exemple de la Californie, se sont empêchés en réalité. Et on sent bien qu'il y a énormément d'énergies qui sont des énergies à libérer. Et de ce point de vue-là, je terminerai là par ça, je pense qu'il y a 2 exemples historiques qui sont à méditer. Premier exemple historique qui va peut-être vous étonner, mais moi je trouve ça absolument fascinant quand même. Quand Napoléon a fait le Code civil en 1804, je pense que c'est très exactement ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Robert Badinter a écrit un livre absolument merveilleux sur ce sujet qui s'appelle « Le plus grand bien ». Il explique dans le détail comment s'est fait le Code civil au début du XIXe siècle. Et il explique très bien que Napoléon a réuni les meilleurs juristes, qui dirigeait lui-même les réunions, qui leur a demandé de prendre tout le droit français, qui était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Il était très hétérogène et il leur a demandé de faire quelque chose d'extrêmement simple. Ça a tellement bien marché que Stendhal disait qu'il lisait un peu de code civil tous les matins pour purifier son style. Ce que je déconseille de faire avec le code de l'urbanisme aujourd'hui ou le code des marchés publics, si vous voulez. Donc il y a eu une évolution qui, de ce point de vue-là, n'a pas été la bonne.
Le deuxième exemple, et je m'arrête vraiment là, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que les problèmes de la France, problèmes de finances publiques, problèmes de surréglementation, si on règle ces problèmes, le génie français se libère, et ces problèmes ne sont pas si difficiles à régler. C'est ça vraiment le message que je voudrais faire passer. C'est parfaitement à notre portée. Quand le général de Gaulle est revenu en 1958, les problèmes étaient encore plus forts qu'aujourd'hui. Le FMI n'était pas à nos portes, il était chez nous. Le général de Gaulle a fait appel au vieux Pinet, qui avait beaucoup de crédibilité. Il lui a demandé de faire un plan d'austérité, en fait, donc réduction des dépenses courantes de l'État, un peu d'impôts indirects, malheureusement. Bon, et puis, assez rapidement, dès 1959, en réalité, le budget a été à l'équilibre. Et puis, il a fait appel à l'économiste le plus libéral du pays, Jacques Rueff. Il lui a dit, voilà, faites-moi un rapport pour voir comment on peut libérer la croissance. Rueff a fait son rapport avec une commission, mais tout ça est allé très rapidement. Il l'a remis au général. Le général l'a lu. Il raconte ça dans ses mémoires. C'est le 3e chapitre des Mémoires d'espoir. Il a dit, j'ai trouvé ça très bien. J'ai dit au gouvernement, appliquez tout. Vous voyez, c'est facile. Et le résultat de tout ça, c'est que la France a connu la deuxième partie de 30 Glorieuses les plus brillantes de tout l'Occident. Voilà ce qui va nous arriver si on est un peu astucieux ces prochaines années. Merci beaucoup Nicolas, merci de nous avoir prédit un avenir flamboyant. Merci de battre en brèche les discours déclinistes auxquels on est quand même assez régulièrement soumis. Alors il nous reste un petit peu de temps. Vous pouvez poser vos questions à Nicolas, qui nous a quand même un petit peu secoué les neurones, qui a inversé des positions. On est très, très décliniste, assez pessimiste. Finalement, ce qu'on voit, c'est que l'avenir peut être beau, il peut être flamboyant, c'est votre mot. Vous avez parlé même d'une croissance exponentielle. Donc j'imagine qu'il y a peut-être dans la salle certains qui se posent des questions. C'est le moment, Nicolas. Et là, ben voilà, un bras qui se lève ici et un micro qui ne saurait tarder. Bonjour, merci beaucoup pour ce discours qui était effectivement très, très optimiste. Et je ne veux pas que ma question nous ramène dans le pessimisme, mais c'est quand même un élément dont je n'ai pas beaucoup entendu parler dans votre discours. J'aurais tendance à être 100% d'accord ou 100% avec vous si jamais on était sûr que notre planète resterait à 0 ou plus 1 degré d'augmentation. Quid de votre discours si on est à plus 3 ou plus 4 degrés en 2100 ? Bien sûr, mais vous voyez, typiquement, je trouve que sur ce problème, on n'avance pas si mal et mieux qu'on ne le dit en règle générale. Je vais vous donner un exemple concret dont la presse n'a pas du tout parlé. C'est quand même la bonne nouvelle de l'année 2025. La Chine a passé son pic d'émissions carbone 4 ans avant ce qui était prévu. C'est le principal pays émetteur au monde. Je parle sous votre contrôle. La Chine doit représenter un tiers à peu près des émissions carbone. Les émissions carbone, c'est le contributeur au réchauffement climatique. Évidemment, nos problèmes écologiques ne se résument pas au réchauffement climatique, mais enfin, quand même. Et donc, on a la Chine. Alors, quand je dis qu'elle a passé, soyons rigoureux. Les émissions carbone ont dû baisser de 0,5% l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc, on est un peu dans l'épaisseur du trait. Mais disons que ce qui est clair, c'est que la Chine, grâce à des investissements majeurs dans le renouvelable et dans le nucléaire, les deux étant, comme vous savez, parfaitement complémentaires si on veut aller vite, la Chine a réussi à passer plus vite qu'eux-mêmes ne l'avaient prévu, puisque je crois que dans le plan quinquennal, c'était prévu pour 2029 ou 2030, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, la majeure partie des pays dans le monde diminuent quand même leurs émissions de carbone. Alors, vous pourriez me dire, à fort juste titre, ça ne va pas assez vite. Ce qui est vrai, parce que le fait qu'on diminue ne signifie pas nécessairement qu'on va atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui est la neutralité carbone en 2050. Mais c'est encore atteignable. Vous avez certains pays qui sont sur ce rythme. Le Royaume-Uni, par exemple, qui est un grand pays, a un rythme de diminution de ses émissions carbone qui est très rapide et voilà, qui, lui, est sur un rythme quasiment qui est celui des accords de Paris. On voit que dans certains secteurs, comme l'aéronautique, même comme dans l'intelligence artificielle, mais aéronautique, intelligence artificielle, pour prendre deux secteurs très différents, les gains d'efficacité énergétique sont extrêmement rapides. C'est le cas des requêtes pour l'IA. Alors, pas des dessins ou des vidéos, ça, évitez d'en faire, c'est clair. Mais en tout cas, pour les requêtes textuelles, on a déjà énormément diminué les émissions carbone. Donc,
on peut dire qu'on ne va pas assez vite, mais par contre, quand j'entends dire on va dans la mauvaise direction, c'est faux, parce que si on allait dans la mauvaise direction, ça voudrait dire que les émissions, elles continuent de monter. Or, elles baissent. Donc, on peut dire qu'on va dans la bonne direction, mais pas suffisamment vite. Et après, pour répondre tout à fait complètement à votre question, moi, je ne sais pas, je ne suis pas climatologue, je ne sais pas si on pourra éviter une hausse de la température à 2 ou 3 degrés, mais on a, ces dernières années, beaucoup investi, à fort juste titre, parce que c'est la priorité, sur la question de l'atténuation du réchauffement climatique. On a aussi un champ qui est majeur devant nous, qui est celui de l'atténuation des conséquences du réchauffement climatique. Je vous donne un exemple, puisqu'on est en pleine campagne des municipales. Je lis les scientifiques sur ces sujets. Ils nous expliquent que la densité des arbres dans les villes est un sujet absolument critique en matière d'adaptation au réchauffement climatique. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti à la fin du mois de juin, puisque quand on passait sous des arbres, on sentait, en effet, on se sentait mieux que quand il n'y avait pas d'arbres. Un sujet très intéressant quand même. Bon, personne n'en parle. Donc ça, c'est la question de l'adaptation. Vous voyez ? Donc, je suis, là encore, relativement confiant dans notre capacité à aller dans la bonne direction et potentiellement à accélérer. Je note que ce n'est pas un optimisme à tout craint que vous avez, mais c'est une attitude positive. Oui, mais je réfute complètement de toute façon la notion d'optimisme, parce que je suis ni optimiste ni pessimiste. C'est des questions d'humeur, ça dépend du jour, etc. Donc c'est plus grave que ça. C'est que je crois que j'ai raison. C'est une démarche, c'est un diagnostic. Une autre question pour vous, Nicolas. Oui, merci pour cet exposé brillant et qui est particulièrement optimiste. Le problème, c'est que la France est le pays le plus sinistré, en termes psychologiques notamment, d'Europe. On vient d'avoir un baromètre, que le CESE était d'ailleurs partenaire, qui montre que l'état des Français est de plus en plus critique. La France est le pays le plus dépressif au monde. Absolument. Et la crise vis-à-vis des institutions en général est sans précédent. On est dans un système où aujourd'hui on a 3 fois plus donc de dépressifs en France qu'on a en Allemagne, par exemple. On a 20% seulement, je crois que c'est ça, seulement 20% de gens qui sont positifs et qui sont optimistes. On a vraiment un vrai problème. Alors, comment expliquer cela et comment y remédier ? Oui, en fait, je pense qu'on a en France une tradition du débat public qui est une tradition par définition contestatrice. Moi, je le vois bien. Donc, si aujourd'hui vous allez sur un plateau télé, si tu vas sur un plateau télé et tu dis l'intelligence artificielle va détruire le travail, ça va nous emmener dans un mur énergétique, et puis en plus, la France est en train de devenir une dictature fasciste. Voilà. C'est fantastique. Pardon, Isabelle. J'étais sûre que ça allait me retomber dessus. Le journaliste va trouver ça absolument fantastique. Tout le monde va penser que c'est remarquablement intelligent, brillant, informé. Bon. Si on se risque, qui a pu m'arriver ces dernières années, à dire que les entreprises françaises ont créé des millions d'emplois et que c'était plutôt une bonne nouvelle, alors là, le ciel vous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il invente ? Pourquoi il nous ment ? Par qui il est acheté ? Qu'est-ce qu'il attend comme poste ? Quelque chose qui revient tout le temps. Ce qui d'ailleurs est vraiment une insulte à mon intelligence, parce que si véritablement j'attendais un poste, étant donné qu'on m'a jamais rien proposé en 8 ans, j'aurais changé de stratégie. Donc de toute façon, c'est pas cet argument ne saurait être le bon. Non. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette tradition qui est une tradition extrêmement contestatrice et qui a atteint son paroxysme au moment des Jeux Olympiques. Alors là, une espèce de consensus pour expliquer que vraiment, il ne pouvait pas arriver de plus grande catastrophe à un pays comme la France que d'organiser les Jeux Olympiques. C'était quand même ça l'idée générale. Donc il faut qu'on se batte contre. Pour moi, c'est vraiment un combat intellectuel. Il faut se battre contre ça. Mais en même temps, moi, je crois quand même que, je me trompe peut-être, mais que les Français en ont un peu assez quand même, commencent à en avoir un peu assez de ce discours qui les tire toujours vers le bas et qui a un espace intellectuel, j'en suis sûr, politique sans doute, pour une projection vers l'avenir qui soit lucide.
Parce qu'il ne s'agit pas de nier le problème des urgences hospitalières, le problème de la dégradation du niveau de nos enfants en mathématiques. Enfin, tout ça, ce sont des problèmes très sérieux et très justes. Donc, il ne faut certainement pas les nier. Mais expliquer qu'on peut les régler, que c'est à notre portée. C'est ça vraiment l'idée que je voudrais essayer de faire passer. Donc, il faut qu'on se batte. Peut-être une remise en cause, effectivement, au niveau des médias, c'est sûr, et puis au niveau du discours politique également. Une autre question, Nicolas. Merci. Bonjour Nicolas. Dans ton exposé, tu as parlé du rôle donc plus important de la géopolitique sur l'économie. Je voudrais te poser une question sur le rôle des Outre-mer en fait, dans l'ensemble français, puisqu'on s'aperçoit que ces Outre-mer jouent un rôle de plus en plus important. Comment faire en sorte de consolider la relation entre l'Hexagone et ces différents territoires ultramarins? Moi, je viens de la Réunion, mais d'autres territoires. Et comment éviter aussi qu'on ait des interférences? Et par exemple, on a bien vu qu'en Nouvelle-Calédonie, l'implication de certains États étrangers, est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser aussi notre unité, notre cohésion nationale? Complètement. Mais ça, je dirais que c'est très vrai dans les Outre-mer pour des raisons géographiques, mais cette déstabilisation, elle est vraie partout. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur les Outre-mer. Je pense en réalité que c'est plus que jamais, justement, dans le contexte géopolitique actuel, c'est une chance extraordinaire pour la France. On peut pas... Je prends un exemple très concret. Quand on a évoqué ces dernières années les questions de déforestation, par exemple, avec le Brésil, on aurait eu beaucoup de mal à le faire si la Guyane n'était pas un territoire français. Et donc, les territoires d'outre-mer, la Réunion que tu représentes, mais les Antilles, la Guyane, ça permet à la France de se projeter sur tous les océans et sur tous les continents. Donc, dans un contexte qui est géopolitiquement brutal, mais c'est un atout absolument extraordinaire. Mais on traite les Outre-mer comme Paris, en moins fort, traite les régions métropolitaines, en fait, enfin les territoires métropolitains, comme des espèces d'exécutants qui font mal le boulot, quoi. Schématiquement, il y a un peu de ça. Donc c'est plus fort dans les Outre-mer parce que c'est plus loin, mais la logique est un peu la même. Et je me suis rendu, alors je ne suis pas venu à La Réunion depuis un certain temps, mais je suis allé aux Antilles récemment, et je le dis sans bien-pensance, mais j'ai vu par exemple, j'en étais moi-même étonné, mais énormément de jeunes créateurs d'entreprises, par exemple. Voilà. Et en fait, je me disais, mais personne ne sait ça. Personne ne les connaît. Ils ne sont jamais mis en avant. Donc là, il y a aussi un rôle des... Un changement de regard. Un rôle des médias. Une toute dernière question. Oui, Monsieur. Merci Monsieur Ouzou pour cet exposé extrêmement brillant. Merci pour votre livre également. Je suis arrêté pour l'instant à Louis XIV et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ce n'était pas nécessairement le meilleur roi de France. Ma question n'a rien à voir avec Louis XIV. Vous avez à un moment donné parlé de la fin du travail et vous avez dit en fait c'est un sujet qui est très ancien et qui en fait est un faux procès. Est-ce qu'on ne doit pas poursuivre votre exposé en disant en fait ce n'est pas la fin du travail, mais c'est une forme nouvelle du travail qui n'a probablement jamais existé, avec un continuum entre le travail et le non-travail et une forme de vie qui est probablement plus agréable d'ailleurs grâce aux nouvelles technologies. Il y a peut-être un sujet à prolonger. Oui, bien sûr. Et en fait, quand vous regardez l'histoire du travail, pour le coup, ce que vous voyez, c'est que, comme je le disais, la technologie ne détruit pas le travail en général, mais bien évidemment, elle détruit des tâches et même éventuellement des emplois, et de préférence, les emplois les plus pénibles. Et aujourd'hui, des emplois très pénibles, il y en a beaucoup dans notre économie. Je discutais de ça récemment avec des déménageurs, par exemple. Déménageurs, c'est dur d'être déménageur. Il y a assez peu de déménageurs qui vous expliquent qu'ils n'aimeraient pas travailler moins ou même éventuellement faire un autre job, parce que faire monter un piano dans l'escalier, ouais, ça casse quand même. Là, je peux l'imaginer, l'apport de la robotisation, par exemple. Imaginez une équipe de déménagement avec non plus 4 déménageurs, mais un déménageur chef d'équipe et 3 robots. Certes, aura détruit des emplois, mais me semble être un progrès, qui est un progrès extrêmement appréciable. Après, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur le fait, mais ça,
c'est pas nécessairement lié à la technologie, mais l'évolution des économies fait qu'il y a de moins en moins d'emplois postés, qu'il y a, donc, du coup, il y a de plus en plus d'emplois dans lesquels il existe une continuité entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, c'est quand même un sujet qui est traité par les partenaires sociaux et qui, avec le droit à la déconnexion, etc., a quand même été pas mal traité ces dernières années. Et je pense que la balle, elle est aujourd'hui beaucoup dans le camp des entreprises et des modes de management des entreprises qui, voilà, peut-être ont un peu du mal à voir ça. Mais je suis aussi assez confiant, en fait, sur l'avenir du travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dures aujourd'hui, qui sont très pénibles, et que la technologie va pouvoir faire. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre, L'éternel sursaut. C'est paru aux éditions XO. Et puis, merci de nous avoir aussi donné des raisons d'y croire à cet éternel sursaut.